Bon, il y a quelques mois, j'ai croisé le chemin d'un monsieur très sympa, vraiment très très sympa. Il y avait un hic. Un petit hic, c'est qu'il était directeur marketing de L'Oréal. Alors je me suis dit, bon, il s'engage pour les femmes, mais bon, il y a peut-être un loup quand même. Et comme j'ai des préjugés, comme tout le monde, voilà ce que j'ai pensé. Mais j'adore me tromper. Et là, je me suis bien, mais alors bien trompée. C'est certainement une des personnes les plus féministes que je connaisse. Il a écrit un livre qui s'appelle « Le sommet de la pyramide, déconstruction d'un homme blanc », qui s'adresse aux hommes blancs plus particulièrement, pour leur faire prendre conscience de tous les privilèges dont ils profitent. Et évidemment, notamment sur les femmes. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Sébastien Garcin. J'ai tous les privilèges. Je suis un homme, blanc, hétéro. Et comme si ça suffisait pas, j'ai été élevé dans une famille aimante, je suis en bonne santé, j'ai été bien éduqué, j'ai un bon métier, bien payé. Bref, tout va bien pour moi. Tout va très bien. Tout allait très bien pour moi en 2013, en mai 2013, lorsqu'il y a eu le débat sur le mariage pour tous. Et là, j'ai fait une découverte. J'ai découvert ce qu'était l'homophobie. Parce que cette parole homophobe s'est libérée à la télé, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Et alors que j'avais énormément d'amis gays, qu'on passait, on faisait la fête, on discutait, cette homophobie dont je connaissais l'existence, je ne l'avais jamais vue, je ne l'avais jamais touchée du doigt. Et là, on la voyait. Alors je me suis engagé, je suis allé manifester, et j'ai commencé à lire de plus en plus de choses sur les réseaux sociaux. Ma femme, Véronique, m'a fait entrer dans des groupes féministes. Donc, grâce à elle, j'ai découvert le féminisme. J'ai découvert un féminisme intersectionnel qui prenait en compte, c'est la convergence des luttes, l'intersectionnalité, ça prenait en compte les discriminations subies par les femmes, par les personnes racisées et par les homosexuels, entre autres, au milieu de beaucoup d'autres discriminations. Et là, je suis un peu tombé de ma chaise. Pour la même chose que pour l'homophobie, le sexisme et le racisme, c'est quelque chose dont je connaissais l'existence, mais que je n'avais jamais touché du doigt. Comme je ne suis pas auteur de discrimination, et comme j'en suis pas la cible, c'est quelque chose qui n'existait pas pour moi. Donc je me suis intéressé, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai écouté la parole des personnes concernées, et à ce moment-là, vous êtes bien forcé, quand vous êtes comme moi, de constater quelque chose, c'est qu'il y a un point commun qui relie toutes ces discriminations, c'est l'homme blanc hétéro. Ma classe. Alors là, je sais que dans la tête de certains d'entre vous est en train de se dérouler une petite musique qui est « Mais pourquoi il s'auto-flagelle ce gars ?» Ok ? Pourquoi il culpabilise, etc. Cette musique, je l'entends énormément. Et là, c'est important de faire la différence entre la culpabilité et la responsabilité. La culpabilité, c'est individuel. Donc si vous-même, vous tapez sur votre femme, vous méprisez les noirs ou vous hurlez sur les homosexuels, vous êtes coupable. Mais c'est pas de ça qu'on parle. On parle de responsabilité. Et pourquoi une responsabilité après tout? Parce que je suis le gars gentil. Et bien, je connais plein de gars gentils. On a une responsabilité parce que ces discriminations sont à l'origine de privilèges. Et ces privilèges, j'en profite. Alors, quelques exemples, c'est pas exhaustif, mais quelques exemples pour, en tant qu'homme blanc, comment on fait pour vérifier ces privilèges. Alors, en tant qu'homme, j'ai pas mal de privilèges, je peux me promener dans la rue sans que des femmes viennent me faire des propositions sexuelles dégradantes et souvent malvenues. Je peux m'habiller un peu comme je veux, il y a peu de gens qui vont s'exprimer, qui vont avoir un jugement sur ma tenue. Et puis au travail, je vais trouver des meilleurs boulots, je vais être mieux payé, etc. En tant que blanc, je vais trouver plus facilement un logement, j'obtiendrai plus facilement un crédit, et je me ferai jamais contrôler dans la rue, quasiment jamais, et si ça arrive, je vais avoir face à moi des policiers extrêmement polis, et qui vont faire attention à moi.
Et en tant qu'hétéro, bah, j'ai un modèle de société qui m'est proposé, qui est facile. Personne ne va critiquer mon mode de vie. Personne ne va utiliser mon identité, PD, comme une insulte. Personne. Vous entendrez jamais d'enfants s'insulter dans la cour de récréation. Vas-y, hétéro. Ça n'arrive pas. PD, c'est tout le temps. Donc, en tant qu'homme blanc hétéro, je ne subirai jamais tout ça. C'est quelque chose que je ne vois pas, qui n'existe pas, et ça me procure des privilèges. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça? Là, on est là comme ça, on a lu des trucs, etc. On essaye de ne pas culpabiliser, c'est pas toujours facile, mais on essaye de ne pas culpabiliser, et on se dit, ça va pas, enfin moi ça m'allait pas, et il faut que ça change. Comment on fait pour changer ça? La première chose à faire, c'est de se changer soi-même, en fait. Et à partir du moment où on commence à se changer soi-même, on se rend compte que les choses changent autour de nous. Donc, je vous vois pas, mais je pense qu'il y a quelques hommes blancs hétéros dans cette salle. Je m'adresse à eux en particulier, je vais leur proposer des exercices. 4 exercices. À plusieurs niveaux. Niveau numéro 1, le premier exercice, c'est de travailler sur soi-même. C'est un exercice qui s'appelle la vérification des privilèges. Et je vais vous proposer de vérifier les privilèges, pas partout, dans un endroit que je connais bien, je travaille chez L'Oréal, c'est pas pour rien, qui est la salle de bain. Qu'est-ce qu'en tant qu'homme blanc hétéro, vous n'avez pas besoin de faire dans une salle de bain? Vous n'avez pas besoin de vous maquiller, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de vos rides, parce que globalement, on a plutôt tendance à trouver ça charmant. Vous n'avez pas tellement besoin de vous inquiéter de vos premiers cheveux blancs, parce qu'ils vous donnent de la maturité et vous donnent de la crédibilité. Vous n'avez pas besoin de prendre la pilule qui est posée sur l'étagère, là, à côté du miroir. Et vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de vos poils. Vous pouvez soit les enlever, si vous êtes cycliste, soit les garder. Personne n'y trouvera rien à redire, vous êtes totalement libre de l'usage que vous faites de vos poils. Donc, c'est un premier élément, la salle de bain. Faites cette vérification à d'autres endroits de la maison, mais aussi à l'extérieur, au travail, etc. Donc, premier niveau, vous-même, votre pensée consciente. Deuxième niveau, le couple. À titre personnel, j'ai la conviction que le couple, c'est là que ça se joue. C'est là que se joue l'essentiel de la domination qu'exercent les hommes sur les femmes. Et puis, si vous avez des enfants, en travaillant, en changeant les relations entre votre compagne et vous, vous allez créer un modèle pour ces enfants. Moi, j'ai eu la chance d'être élevé dans une famille, ma mère était féministe, donc elle a bien bossé, du coup, ma femme Véronique a eu un peu moins de boulot, elle en a eu quand même, mais un peu moins, parce que le terrain avait été bien préparé par ma mère. Donc en changeant votre couple, vous allez avoir un impact très très important, à la fois sur vous, sur votre compagne, mais aussi sur vos enfants, et donc sur les couples qu'ils formeront plus tard. Alors on va faire un petit exercice là, assez intéressant, sur la charge mentale. Si vous êtes un homme hétéro, vous vivez en couple avec des enfants, levez la main. Levez la main. Il n'y a pas d'hommes hétéros qui vivent en couple avec des enfants? Il y en a quelques-uns. Gardez la main en l'air. Ok? Moi d'ailleurs, je suis un homme hétéro. Donc vous gardez la main en l'air si vous avez dans votre téléphone portable le numéro de la babysitter. Je vois les mains qui restent en l'air. Continuez de garder la main en l'air si vous avez dans votre téléphone le numéro du pédiatre ou de la pédiatre. Et là, c'est plus compliqué. Continuez de garder la main en l'air si vous savez où est rangé le carnet de vaccination des enfants. C'est toujours très instructif, ça en dit long, ça dit que collectivement, et pour le coup c'est collectif, on a décidé que la maison, le soin des enfants, c'était un boulot de fille. Alors l'exercice que je vais vous proposer de faire ce soir, quand vous allez rentrer dans le taxi, dans le métro, faites juste une petite vérification de charge mentale, d'accord? Essayez de savoir dans votre couple qui est en charge de quoi. Ça ne veut pas dire qui fait quoi, qui est en charge de quoi. Par exemple à la maison, je vais encore vous parler de ma femme, et puis elle va me défoncer, parce qu'elle n'aime pas qu'on parle d'elle. Elle, c'est la Chief Finance Officer, CFO. Moi, je suis Chief Operating Officer. Donc en gros, elle s'occupe des impôts, de payer les charges, les factures, etc. Thanks God.
Moi, je me démerde pour que la maison tourne, que la machine à laver tourne, etc. C'est une répartition qui fonctionne et on en a parlé. On s'est mis d'accord dessus. Et là, on n'est plus sur un sujet d'égalité, on est sur un sujet de répartition équitable des tâches par rapport au temps qu'a chacun, par rapport au talent qu'on a, etc. Donc faites ce petit exercice de vérification des privilèges. Troisième exercice, le travail. Vous le savez, les femmes sont moins bien payées que les hommes, elles ont des moins belles carrières, elles accèdent moins aux postes de direction, elles évoluent moins vite dans l'entreprise. Et surtout, un élément important, leur parole est moins écoutée. Si vous en doutez, amusez-vous si dans votre travail vous êtes amené à faire des réunions de travail, donc avec des hommes et des femmes, vous allez vous rendre compte que les hommes interrompent toujours les femmes quand elles parlent. Ça a un nom, ça s'appelle le manterrupting. C'est une vérité, constatez-le. Juste, à un moment, vous prenez du recul et vous allez voir que les hommes coupent la parole des femmes. Et le plus triste dans tout ça, c'est qu'à force de le faire, on a fini par convaincre les femmes que c'était normal. Vous allez vous rendre compte que les hommes coupent la parole des femmes et que les femmes se laissent couper la parole. Donc, exercice très simple, arrêtez de couper la parole aux femmes. Vous allez voir, vous allez avoir envie de le faire, éventuellement vous allez le faire, et bah arrêtez-vous. C'est pas un exercice très compliqué, et ça, vous allez vous rendre compte que ça change très très vite. Ça, c'était le troisième exercice. Quatrième exercice, la rue. La rue, le monde extérieur, nous, hommes, avons été éduqués, malgré nous, pour considérer que c'est notre territoire. Et sans le savoir, on envoie en permanence des signes aux femmes pour leur signaler qu'elles feraient mieux de rentrer à la maison. Ça se traduit par des choses simples. On s'assoit dans le métro, on écarte les jambes, largement au-delà de la largeur de son siège, ok ? On n'a pas besoin de toute cette place-là. Je vous le garantis. Puis il a été prouvé, quand une femme marche dans la rue, elle s'écarte de son chemin beaucoup plus fréquemment que les hommes. Puis une troisième chose, c'est le regard. Le regard que les hommes portent sur les femmes dans la rue. Je me suis posé la question, c'était une conversation qu'on a eue avec Céline, est-ce que les femmes regardent les hommes dans la rue? Oui. Est-ce qu'on les voit regarder les hommes dans la rue? Non. Donc l'idée n'est pas de dire arrêtez de mater le joli cul de la meuf qui passe devant vous, parce qu'on ne va pas s'arrêter de mater les jolis culs. Changez la façon dont vous le faites. Un homme s'offre le droit de regarder ouvertement le corps des femmes dans la rue. En faisant ça, il fait plusieurs choses. Il leur signale qu'il a le droit de les regarder, donc que leur corps est un objet. Et surtout, comme il le fait ouvertement, il signale aux autres hommes autour qu'ils peuvent faire pareil. Donc, quatrième exercice, faites attention à votre regard, au regard que vous portez sur les femmes dans la rue. Arrêtez de signaler leur corps comme un objet à regarder à vos congénères masculins. Alors ça fait 4 exercices, c'est pas énorme, hein, mais faites-les et vous allez voir, parce que si vous réussissez ces 4 exercices, qu'est-ce que vous aurez réussi? 1, vous serez devenu un homme conscient. Et un homme conscient, aujourd'hui, c'est un homme augmenté. 2, vous aurez commencé à créer dans votre couple un laboratoire de fabrication de l'égalité entre les hommes, de l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. 3, vous aurez appris pour vous et pour les gens qui sont autour de vous à redonner de la valeur à la parole des femmes au travail. Et 4, vous aurez, grâce à votre regard, contribué à rendre le monde extérieur et la rue plus sûre et plus accueillante pour les femmes. 4 exercices qui vont vous permettre de changer et vous allez vous en rendre compte qui vont avoir un effet autour de vous. Moi, c'est ce dont je me suis rendu compte. Et je conclurai sur une citation de Gandhi qui dit « Quand on veut changer le monde, on commence par se changer soi-même ». Je vous remercie.